Au sommaire de cette édition, un G7, un sommet sous fond de tension. Plusieurs personnes manifestent dans la rue au Québec. Elles s'insurgent contre l'organisation de ce sommet dit antidémocratique. En Afrique du Sud, frustration des fermiers, oubliés pour la plupart par le système, plusieurs Noirs sud-africaines expriment leur ras-le-bol. Et puis mondial 2018, une fan zone inquiète les étudiants de l'université de Moscou. Selon eux, l'installation d'une fan zone dans un parc historique pourrait entraîner de nombreux dégâts. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal du 8 juin 2018. Ouvrons-le par la page politique. Le sommet du G7 s'est ouvert ce vendredi matin au Canada sous haute tension. Quelques centaines de personnes ont manifesté contre le G7 dans les rues de Québec sous la surveillance attentive de l'escouade anti-émeute. Les détails avec Cécile Itoni. Des manifestants visiblement très remontés ont pris d'assaut les rues de Québec la veille de l'ouverture du sommet du G7. Les manifestants de tout âge, munis de pancartes et de porte-voix, ont scandé de nombreux slogans où l'on pouvait lire « Le G7 ne nous représente pas », les groupes communautaires contre le G7. Aussi, des manifestants ont mis le feu à des drapeaux aux couleurs des pays du G7. Ils dénoncent pour la plupart le caractère antidémocratique et le manque de transparence du sommet. Je suis ici parce que les politiques du G7 sont du capitalisme agressif, ce qui est un très gros problème pour un nombre incroyable de personnes à travers le monde. Et aussi, les politiques sont en train de détruire notre planète et les gens qui vivent sur cette planète. Parce que c'est antidémocratique, parce que c'est de l'impérialisme tout simplement économique qui fait que les peuples en souffrent. Et la planète est sur le bord du gouffre, donc nous devons réagir pour que ça change. Sans préciser le nombre d'agents sur place, le service de police de la ville de Québec a mentionné que le corps policier était constitué de 1000 personnes. La circulation a été bloquée sur le chemin Sainte-Foy, où l'escouade anti-émeute a déployé des poids lourds. La police québécoise a affirmé être prête pour les manifestations prévues à marge du sommet, y compris celle du vendredi jour de l'ouverture, pour laquelle l'itinéraire n'est pas connu. Le groupe intégré de la sécurité, formé pour le sommet du G7, confirme que des arrestations ont été effectuées. Les policiers refusent toutefois d'en préciser le nombre exact avant la fin de l'opération. Pour le sommet qui s'est ouvert aujourd'hui, une confrontation tendue est envisagée entre Donald Trump et ses alliés du G7. Indigné par les nouveaux tarifs douaniers américains, le président américain a fait savoir dans une série de tweets qu'il n'avait aucune intention de s'excuser ou de revenir en arrière. En amont du G7, le président français et le premier ministre québécois étaient face à la presse à Montréal concernant les informations mettant en cause ses comptes de campagne. Emmanuel Macron a déclaré qu'il y a en France des commissions compétentes et un juge qui ont déjà jugé les comptes de campagne. Toujours avec Cécile Itoni pour les détails. Emmanuel Macron, en visite au Canada dans le cadre du G7, était face à la presse lors d'une conférence aux côtés du Premier ministre canadien Justin Trudeau. Le président français a été questionné sur le dossier mettant en cause les comptes de campagne. Le dossier encore plus sensible d'un possible conflit d'intérêts concernant Alexis Kohler a également été abordé. Après avoir au préalable signifié qu'il ne traite pas en conférence de presse à l'étranger les sujets nationaux, Emmanuel Macron a renouvelé sa confiance à son équipe et souligné les enjeux de cette rencontre de haut niveau. Sur le climat, sur le commerce, sur la situation au Proche et Moyen-Orient, les tensions montent partout. Les divisions sont là, qui risquent de fracturer un ordre multilatéral dans lequel nous vivons depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Justin Trudeau et Emmanuel Macron vont confronter leurs idées et essayer de trouver des compromis avec le président américain Donald Trump sur le plan de la guerre commerciale lors du G7. La présence du nouveau président du Conseil italien Giuseppe Conte à ce sommet pourrait également être très remarquée sur les questions économiques et sur l'immigration. Le calendrier de Donald Trump après le sommet du G7 le conduira à Singapour dans un tête-à-tête avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Suivons les réactions des populations de Guam à ce sujet.
Je suis très sceptique quant aux résultats du sommet, parce qu'on a deux leaders très imprévisibles et on ne sait pas vraiment de quoi ils vont parler et on ne sait pas s'ils peuvent tenir leurs promesses. C'est une bonne idée de ne plus avoir une bombe nucléaire. Je suis très content que la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un se passe vraiment. Je veux la paix pour tous et en tant qu'habitant du coin, la paix est très importante et rester humble surtout. Qui a une longue histoire d'armes nucléaires et de guerre nucléaire. Nos voisins ont été bombardés depuis les années 50 à l'événement de la bombe nucléaire et de la bombe H. Je pense que c'est important que nos leaders s'efforcent de choisir une route pacifique pour ne pas revivre cette histoire douloureuse. Restons en politique, mais dirigeons-nous en Afrique du Sud. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma est arrivé au tribunal ce vendredi matin. Après avoir comparu brièvement dans le box des accusés de la haute cour de Durban, capitale politique de la province du KwaZulu-Natal, son procès a été renvoyé au 27 juillet prochain à Pietermaritzburg, capitale judiciaire qui, selon le juge, a plus de place pour accueillir le public. Monsieur Zuma, 76 ans, est soupçonné d'avoir touché des pots de vin de la part du groupe français Thales à l'occasion d'un contrat d'armement de près de 4 milliards d'euros. Surprise au Burundi, le président burundais a annoncé hier jeudi qu'il ne sera pas candidat à sa succession en 2020 dans un discours prononcé. Après avoir promulgué une nouvelle constitution qui lui ouvrait pourtant la possibilité de diriger le pays jusqu'en 2034. Les précisions avec Inès Tcha. Rien à l'horizon ne présageait cette décision. Il l'a dit et il le fait. Le président Pierre Nkurunziza ne se représentera pas pour un autre mandat. En tant que visionnaire du CNDD-FDD, nous informons les Burundais et la communauté internationale que nous n'irons pas à l'encontre de ce que nous avons promis. Mon mandat prendra fin en 2020. Je m'engage et je me prépare bien avec tout mon cœur, tout mon esprit et toutes mes forces de soutenir un nouveau président que nous allons voter en 2020. Il s'agit ainsi pour le président burundais de respecter la parole donnée lors de son investiture en 2015. Il faut signifier que la nouvelle constitution lui permet de briguer d'autres mandats. Une décision qui pourrait passer pour héroïque dans notre Afrique où certains présidents donnent l'impression de vouloir mourir au pouvoir. Pour mémoire, Pierre Nkurunziza est arrivé à la tête du Burundi le 19 août 2005. Un tout autre sujet à présent, rien ne va plus à l'Organisation internationale de la francophonie. À 4 mois de l'élection cruciale à la tête de l'OIF, la campagne vient de commencer avec l'annonce de la candidature de la Rwandaise Louise Mushikiwabo, soutenue par la France. Cette candidature à laquelle personne ne s'attendait vient perturber les calculs de l'actuel secrétaire général, Michael Jean, candidate à sa propre succession. Derrière les rivalités de personnes pointent des enjeux économiques et géopolitiques. Sécheresse à New Delhi, l'eau source de vie est aujourd'hui une denrée rare dans les bidonvilles en Inde. Une situation qui cause d'énormes désagréments. Inès Tcha pour le reportage. Quand les gens voient le camion arriver au coin de la rue, ils deviennent agressifs et ne se préoccupent de personne. Ils veulent juste remplir leurs récipients et ne pensent qu'à eux. Ils continuent à les remplir même si quelqu'un se fait écraser, ou perd ses bras ou ses jambes. L'eau est un problème ici. Le camion citerne passe le matin et le soir. Les gens grimpent dessus et risquent de tomber. Parfois, une personne se fait écraser, le pied sous un pneu. Quelqu'un s'est récemment cassé le pied comme ça. Si on compte sur les visites quotidiennes à des pétroliers et sur les puits de forage pour leurs besoins. L'approvisionnement des tuyaux est chétif, irrégulier et souvent sale. Les experts attribuent les pénuries non seulement au changement climatique, mais aussi à une planification inadéquate, en particulier dans les villes à croissance rapide de l'Inde, dont les infrastructures vieillissantes ne peuvent pas faire face.
À Madagascar, des femmes ont vécu une expérience particulière en mars 2016 grâce à un partenariat entre les ONG WWF et Barfoot College, ONG indienne. 4 femmes du village isolé d'Ambakivao, dans l'ouest de la Grande Île, sont parties en Inde pour devenir techniciennes solaires. De retour dans leur village, après 6 mois de formation, elles sont aujourd'hui capables d'installer, réparer et s'occuper de la maintenance des panneaux photovoltaïques, une énergie qui permet également de lutter contre l'insécurité. Jusqu'à fin 2017, ce village de pêcheurs isolé à l'ouest de Madagascar n'avait pas accès à l'électricité. Yolande et ses petits-enfants s'éclairaient à la lampe à pétrole. D'abord, ça ne faisait pas assez de lumière, on ne pouvait pas travailler correctement. Et puis la fumée nous rendait malades, les enfants n'arrêtaient pas de tousser et ils avaient les narines noircies. Mais aujourd'hui, près de 200 logements sont équipés de panneaux solaires et ce sont Yolande et 3 autres femmes du village qui assurent l'installation et la réparation des équipements, un savoir-faire acquis en Inde où elles ont été formées en tant que techniciennes solaires. Quand on est parti, j'avais un peu peur parce qu'on ne connaissait pas ce pays. Ce qui m'a surtout impressionné, ce sont les lumières. Ah, c'était éblouissant de voir toutes ces lumières en Inde. On avait de la lumière tout le temps, non-stop. Le ventilateur marchait à longueur de journée, pareil pour l'électricité. Il n'y avait pas de coupure de courant. Le programme a changé la vie des villageois qui continuent désormais à étudier, travailler ou cuisiner le soir venu. L'énergie solaire permet aussi de lutter contre l'insécurité. Il y a déjà eu 2 morts ici, ils ont été tués par balle. C'est pour ça qu'on veut éclairer à l'extérieur pour voir les bandits de loin et pouvoir fuir à temps ou bien se préparer. D'ici 2030, le projet prévoit d'approvisionner 630 000 ménages en énergie solaire, un bond en avant pour les villages concernés dans un pays où 94% de la population est privée d'électricité. Frustration des fermiers en Afrique du Sud, des Noirs dépossédés de leurs terres pendant l'apartheid. Se construisent des fortunes et le gouvernement, pour pallier cette situation, a mis en place une brigade anti-invasion, réaction d'un habitant. De nombreuses villes, plus précisément la ville de Cape Town en Afrique du Sud, se voient envahies depuis quelques mois par environ 200 familles en majorité noires qui y construisent des abris de fortune. Le gouvernement sud-africain, voyant ces habitations illégales prendre de l'ampleur, a mis en place une brigade, la brigade anti-invasion, qui depuis le début de l'année a démoli 26 000 structures illégales contre 15 000 en 2017. Les populations noires ayant été dépossédées de leurs terres après l'apartheid crient leur mécontentement au gouvernement et les envies de vouloir récupérer ce qui leur revenait de droit. Le fait d'avoir encore cette conversation en 2018, de dire je suis pauvre parce que je suis noire, parce que je suis métisse, je suis pauvre parce que j'habite Kalelicha, ou alors j'habite Kalelicha pour toutes ces raisons, cela montre tout le travail qui reste à accomplir. Cela montre qu'il y a encore une conversation honnête en tant que Sud-Africain sur la question qui est au centre de tout ça, l'accès à la terre et la façon dont la terre a été retirée au peuple. Les autorités sud-africaines, pour ralentir la construction illégale, ont construit 4,3 millions de logements sociaux, mais il reste beaucoup à faire et des millions de Sud-Africains sont en attente de logements décents. Environ 11 millions de foyers, soit 95% étant des Noirs, vivent aujourd'hui dans la pauvreté. Des oubliés du système dont le désespoir éclate désormais au grand jour. En Autriche, le gouvernement conservateur autrichien a lancé aujourd'hui une spectaculaire offensive contre l'islam politique qui devrait conduire à l'expulsion de dizaines d'imams et la fermeture de 7 mosquées financées par la Turquie. L'annonce a été faite par le chancelier Sébastien Kurz dans la foulée d'un scandale suscité par la reconstitution dans une des principales mosquées de Vienne.
Des sociétés parallèles, l'islam politique et la radicalisation n'ont pas de place dans notre pays. Plusieurs imams seront expulsés en raison de la violation de la loi sur le financement étranger. Nous pouvons vous annoncer une décision du Bureau de la religion du culte qui conduira à l'interdiction des activités de cette mosquée en Autriche. En bref, le Liban a annoncé vendredi avoir bloqué les demandes de permis de séjour des employés du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés HCR à cause de divergences sur la question du retour des réfugiés syriens. Des instructions ont été données à la direction du protocole pour suspendre jusqu'à nouvel ordre les demandes de résidence concernant le HCR, a indiqué le ministère libanais des Affaires étrangères dans un communiqué. Le chef de la diplomatie libanaise avait accusé jeudi le HCR d'intimider les réfugiés syriens enregistrés au Liban dans le but de les empêcher de rentrer chez eux. Au Canada, la consommation du cannabis n'est plus une infraction dans la législation canadienne. Une proposition de loi sur la table des parlementaires tente de mieux peaufiner les textes afin de légaliser les consommations de cette drogue. Siaka Kone pour les détails. Une bataille parlementaire a cours afin d'une légalisation de la consommation de cette drogue. Sénateurs et députés se renvoient les textes afin de mieux sécuriser les jeunes et aussi la population. Le médical au Canada, depuis déjà l'an 2000, est légalisé à toute fin pratique. Ce qui arrive maintenant avec le récréatif, c'est un grand pas. Il y a beaucoup de corporations qui ont l'œil sur les profits potentiels qu'ils peuvent générer par ce marché. Au plan médical, la production du cannabis fait du chemin depuis belle lurette. C'est un système quasi libre marché qui se développe ici au niveau de la production. La production, c'est réglementé par Santé Canada. Il y a déjà une centaine de compagnies qui ont des licences de culture et de production. L'idée principale qui sous-tend l'élaboration de cette nouvelle loi est la canalisation du trafic nécessitant une parfaite maîtrise de la part de l'État. Une grande partie de la population consomme du cannabis et se fournit du cannabis au marché noir. L'idée principale derrière le projet de légalisation, c'est justement de casser le marché noir et de éloigner les jeunes d'une consommation précoce. Si l'usage du cannabis est déjà en Uruguay, le Canada sera le premier pays du G7 à légaliser cette drogue douce, promesse de campagne du Premier ministre Justin Trudeau avant son élection. La page sportive de ce journal, le gouvernement du Ghana a annoncé jeudi qu'il avait décidé de prendre des mesures immédiates pour dissoudre la Fédération ghanéenne de football. Dans un documentaire explosif présenté mercredi à Accra, des journalistes d'investigation affirment, image à l'appui, que le président de la Fédération de football du Ghana est impliqué dans plusieurs délits de corruption présumés mettant en jeu des millions de dollars de pots de vin. Le ministre de l'Information a ajouté que les membres du gouvernement étaient choqués et indignés par le documentaire qui dévoile des irrégularités profondes dans la gestion de la fédération. Ce documentaire est le résultat d'une enquête de 2 ans menée par un journaliste infiltré, Anas Aremeya Anas, et son équipe. Toujours mondial 2018 pour ce grand rendez-vous du football. La Russie va accueillir des milliers de supporters endiablés. Seulement l'installation d'un fan zone dans un parc historique au pied de l'université de Moscou provoque la colère des étudiants. Siaka Kone. À partir du lundi prochain, Moscou est le point de toutes les attentions dans le monde. Mondial 2018 oblige. Cette grande messe du football crée certes de l'enthousiasme au sein de la Russie, mais à l'Université centrale de Moscou, des inquiétudes planent. Au plan académique, l'impact de la période de la manifestation sur le volume horaire irrite les étudiants. L'installation au pied de l'Université de Moscou d'un fan zone est une inquiétude pour les pensionnaires de ce temple du savoir, soucieux de l'environnement. Autre préoccupation évoquée par ces étudiants, la préservation des infrastructures mises à mal à la faveur de la création de ce fan zone. Capable de recevoir des milliers de supporters et plus de 25 000 fans, cette zone accueillera des concerts, des spectacles et un immense écran géant pour les nombreux amateurs du ballon.
À noter que 14 000 personnes, dont des militants de l'environnement et des simples citoyens, ont signé une pétition demandant le déplacement du fan zone. De luxueux centres spécialisés dignes d'hôtels 5 étoiles proposent en Chine des séjours mensuels à 10 000 € où les mamans et leurs bébés peuvent, selon la tradition, être confinés et bichonnés pendant 1 mois après l'accouchement. Cette culture traditionnelle chinoise dicte aux jeunes mères de limiter au maximum les efforts, l'exposition au courant d'air, les aliments épicés durant 1 mois après la naissance. Elles doivent accorder un soin particulier à leur santé. C'est avec cette citation de Paul Salomon, être bien dans sa peau, c'est s'accepter, s'aimer, offrir son visage au souffle du vent, que je vous dis au revoir. Merci et restez sur A12 TV.